Salut à tous, je vais vous parler aujourd'hui du diagramme psychrométrique, aussi appelé diagramme de l'air humide. Comme vous savez peut-être, l'air peut être plutôt sec ou humide selon les régions du globe, les saisons et le traitement qu'on y applique. Dans les métiers du génie climatique et principalement dans le conditionnement d'air, ce diagramme c'est un des principaux outils qu'on utilise pour la conception d'une installation. Il nous permet de dimensionner des puissances d'échangeurs froids, d'échangeurs chauds, d'humidificateurs et de centrales de déshumidification. Il permet également de tracer l'évolution de l'air à l'intérieur d'une centrale de traitement d'air ou de tout autre appareil de traitement d'air. Une climatisation, une centrale de traitement d'air, une batterie chaude, un ventiloconvecteur, voilà, tous les appareils dans lesquels on va avoir de l'air qui va passer. Donc ce diagramme précise pour tous les états que l'air peut occuper ses caractéristiques physiques. Alors le diagramme psychrométrique il se présente donc sous cette forme-là. Vous avez donc sur le diagramme psychrométrique, ça peut être un peu barbare quand on le voit comme ça pour la première fois, il y a plein de traits dans tous les sens, il y a des chiffres de partout, mais finalement c'est assez simple. En fait sur ce diagramme psychrométrique, on a toutes les caractéristiques physiques de l'air qui sont représentées dessus. On a des droites, alors là le diagramme que j'ai est un peu vieux, c'est Carrier qui l'a fait il y a en 1975, donc on voit que ce diagramme est plus tout jeune, mais je vais pouvoir vous montrer certaines choses. Donc on a une droite en bas, il est marqué Dry Bulb Temperature. C'est la température de bulbe sec, c'est la température de l'air, celle qu'on ressent, enfin pas celle qu'on ressent, celle qu'on mesure avec un thermomètre. Donc par exemple ici j'ai 20 degrés, et en fait c'est une droite qui monte comme ça. Hop, ça c'est ma température sèche, c'est la température qu'on mesure avec un thermomètre. Ensuite, donc c'est toutes ces lignes verticales, elles sont toutes parallèles, donc c'est voilà, c'est la température de bulbe sec. On a ici de l'humidité absolue qui se mesure sur cet axe-là, et donc c'est des grammes d'air, des grammes d'eau par kilogramme d'air. Non, là ici sur celui-là, pardon, c'est des kilogrammes d'eau par kilogramme d'air. Donc par exemple ici, je suis à 26 grammes d'eau par kilogramme d'air. Voilà. Donc ça c'est des lignes qui sont horizontales et qui sont toutes parallèles. Voilà, parce que en fait, quand on a de l'air à 25% d'hygrométrie, selon la température de l'air, on a plus ou moins d'eau dedans, parce que c'est une humidité relative, c'est de l'hygrométrie relative. Mais voilà, donc c'est une humidité absolue et une température sèche. On a ensuite une courbe. Je vais essayer de vous la dessiner. Voilà. Je suis pas très doué au stylo, avec 5000 pixels, ça va être trop gros. Donc on a une courbe qui suit ici. Voilà, bon. Je suis pas très doué à la souris. Donc ça c'est une courbe de température de rosée. C'est-à-dire que si on se déplace d'un point vers ici, en refroidissant l'air, on a de la condensation, on a une température de rosée. On a des courbes qui sont parallèles à la température de rosée. C'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe. Donc on reprend, on a une courbe, je vais essayer de la tracer un peu mieux, voilà, hein, dessus. Ça, c'est les températures d'hygrométrie relative. C'est quand on vous dit, par exemple, il fait 40% d'hygrométrie, et bien c'est sur cette courbe-là que se situe la température. Voilà. Donc c'est des courbes qui sont pas parallèles puisqu'elles sont courbes, elles ne se suivent pas toutes. On voit ici, par exemple, entre 10 et 20%, qu'elles s'écartent beaucoup plus que ici. Donc ça, c'est des courbes d'hygrométrie relative. On a ici l'enthalpie de l'air, en kilojoules par kilogramme. Alors oui, l'hygrométrie relative, je reviens juste dessus, c'est des pourcentages, hein. C'est un pourcentage de poids d'eau par le poids d'air. Donc ici on a l'enthalpie de l'air à saturation, en kilojoules par kilogramme d'air sec. Alors ça a son importance nous dans le métier pour calculer des puissances. Une puissance d'une batterie froide quand on a besoin qu'elle fasse de la déshumidification et du froid. On va avoir besoin pour calculer ça avec ça une puissance. C'est ultra facile, c'est très simple de calculer une puissance avec ça. Encore faut-il savoir le faire, et ça je l'aborderai dans une prochaine vidéo. Là, Désolé, je ne suis pas sûr. Mais Alexa, ferme ta gueule. Donc l'enthalpie, ça servira pour calculer des puissances, et ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo, ça sera super simple, vous allez voir, c'est un jeu d'enfant, quand on connaît 2-3 petites formules et 2-3 petites manipulations de chiffres, ça se fait très bien. Et on a, donc sur cette droite de saturation, sur la courbe de saturation et le point de rosée, on a la température de bulbe humide qui est indiquée, donc ici 15 degrés.
Et ça fait des droites, alors je reprends les petites droites, ça fait des droites qui sont dans ce sens-là, qui sont des un peu des diagonales par exemple, voilà, j'ai mis à 15 degrés, à 17 degrés, à 20 degrés, voilà, je les ai passés en surbrillance en rouge. Voilà. Ça, c'est des courbes de température de bulbe humide. Alors c'est des droites, du coup, c'est pas des courbes. Et vous allez voir un petit peu comment on se sert de ça. Donc on va commencer par un exemple. Mettons, je suis ici, chez moi, donc il fait, en gros, donc on est à l'automne, hein, on est fin septembre. Il fait un peu froid dehors, il a plu récemment, et donc chez moi, il fait, j'ai beaucoup chauffé, il fait 24 degrés et il fait 50% d'hygrométrie. Donc on prend 50%, on prend 24 degrés. On va même le tracer, le 24 degrés, ça sera plus simple. Voilà. Je trace une belle droite, 24 degrés, je vais jusqu'à la courbe de saturation pour pas me tromper. Et pourquoi tu veux me pixeliser le calque? Parce que j'ai fait ça. On va faire un nouveau calque, c'est pas grave. Hop, nouveau calque. Voilà, ok. Excusez-moi, Photoshop. Et donc j'ai 50% de géométrie relative. Donc je prends ma courbe où il y a 50% ici et je viens me placer à l'intersection des deux. Voilà. Ah mais j'ai mis 19 degrés. Oh là là, ça va pas. Donc on va reprendre. Donc 24 degrés. Voilà. 24 degrés. Ici. Hop. Calque. Ok. Sur lequel donc j'ai mes 50% d'hygrométrie relative et ça me donne un point qui est ici. D'ailleurs, il est déjà à la base représenté sur ce diagramme. Ce diagramme, c'est un diagramme psychrométrique qui a été créé par Carrier, qui a été édité par Carrier. Vous en trouverez plein sur internet. Le Carrier, je trouve, c'est le plus simple, c'est celui avec lequel moi j'ai appris quand j'étais en formation à l'AFPA. C'est vraiment un diagramme qui est simple, il n'y a pas 12 000 traits dans tous les sens. Il y a les données qui sont importantes, il y a des choses dont on ne se servira pas. Mais voilà, c'est le diagramme bateau et qui est assez clair. On le trouve en assez bonne définition sur internet. Voilà, après, pour les professionnels, vous en avez chez tous vos fournisseurs. Ils peuvent tous vous enfiler, sachant qu'il y a maintenant des logiciels de calcul de dimensionnement qui les intègrent en haute définition aussi. Donc vous pouvez les télécharger, les imprimer, et tracer vos centrales de traitement d'air dessus. Donc voilà, donc j'ai un point ici qu'on va noter A. Voilà. Ça se voit pas. Non, eh ben ça se voit pas, c'est pas grave. Donc c'est un point de fonctionnement ici. Voilà, c'est le point auquel on est. Et donc à partir de ce point-là, on peut faire plusieurs modifications. Par exemple, si là je chauffe mon air, quand on chauffe l'air, on fait une droite comme ça. Voilà. Jusqu'à la température à laquelle j'arrive. Mettons, si l'air de la pièce il passe à travers un convecteur et qui sort à 45 degrés, mon air va sortir ici, à ce point-là. Alors je vais faire un petit point. On va essayer de le faire un petit peu plus gros. Hop. Ça va pas être beaucoup plus gros. Oui, je pixelise mon calque, fait pas chier. Donc 45 degrés, par exemple, je vais me retrouver ici. Voilà. Je vais avoir mon point de sortie d'air du convecteur qui est ici. Et donc maintenant, je vais vous parler du rafraîchissement. Si on rafraîchit l'air d'une pièce, donc on part de cette pièce-là de 24 degrés, 50% d'hygrométrie. On tire un trait droit jusque là et on voit que j'arrive à peu près à 10, 11, 12, 13 degrés. C'est-à-dire que pour avoir de la condensation dans cette pièce-là, à 24 degrés, 50% d'hygrométrie, il faut que j'ai une batterie, un tube, une bouteille d'eau que je vais sortir du frigo à 13 degrés. Au-dessus de 13 degrés, il n'y aura pas de condensation. Et en dessous de 13 degrés, on va commencer à condenser. Et donc ça va permettre, quand on rafraîchit, on va arriver ici. Et en fait, c'est là qu'il y a la petite subtilité, c'est qu'on ne va pas directement ici. Oui, je pixelise le calque. On va pas directement ici. En fait, on va arriver ici et comme on va rarement souffler directement à 13 degrés, mettons sur un split,
sur une climatisation, on va souffler aux alentours des 10 degrés. Donc on va pouvoir suivre, après l'air suit cette courbe-là. Et mettons, on va arriver, la batterie est à 8, voire même 5 degrés sur un split. La température de batterie, elle est là. Donc la température de l'échangeur. Et donc en fait, quand on va rafraîchir l'air, vraiment ce qu'on fait, c'est cette droite-là. On va venir ici. Et on va condenser, voilà. Et on sait qu'on va condenser puisqu'on est plus bas que là. À partir de, quand on va arriver à ce niveau-là, dans la batterie, on va condenser. Parce que l'air, quand il traverse la batterie, il rentre au chaud, et puis petit à petit, clac, 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 il baisse en température, et là, il commence à se déshumidifier, et il arrive jusque là. Donc c'est vrai que pour représenter, on fait comme ça. Et en vérité, ce qui se passe, c'est qu'on suit la courbe qui est ici. Je repixelise mon calque, puisqu'il me fait tant chier avec ça. Et la courbe qui est ici, pour arriver jusque là. Si on souffle là, plus 7 degrés. Avec un split, généralement, on va souffler au minimum à 10 degrés. Donc on arrive ici. En suivant donc cette courbe, en descendant ici. On va arriver là. Comme l'air, comme la batterie n'est pas 100% efficace, on va se retrouver avec une partie d'air humide et une partie d'air encore de la pièce qui se mélange. Pour en revenir à l'hygrométrie, à la condensation dans une pièce, pour savoir si à la température minimum, par exemple d'un plancher chauffant dans votre pièce, vous êtes en été, donc on va effacer un petit peu plein de choses que j'ai faites. On est en été, et chez vous, par exemple dans la pièce, il fait déjà, vous voulez avoir une température de, je sais pas, 27 degrés, parce que 27 degrés en été, c'est déjà pas mal. Mince, et forcément avec un trait, je vais avoir du mal à le faire. 27 degrés, on est ici, voilà. Et mettons, il fait, vous êtes dans un endroit, je sais pas moi, le sud-est de la France, dans les Bouches du Rhône. Il fait assez humide parce que vous êtes près du Rhône. Et donc vous avez un air qui est en gros à 60% hygrométrie. Il fait chaud, il fait humide, ou il y a eu un orage par exemple. Comme en été, il y a souvent des orages. Et donc vous avez un air à 60% hygrométrie, vous avez votre point qui se situe ici. Et bien c'est simple, en fait, vous savez que votre plancher, le sol de votre plancher ne doit pas être plus bas que 15, 16, 17, 18 degrés. Voilà. Si vous avez votre sol qui est plus froid que 18 degrés, vous allez condenser. Et donc après on prend généralement des petites marges parce qu'on ne fait pas circuler de l'eau à 18, sinon on n'arriverait pas à rafraîchir. On va considérer que la chape va isoler un petit peu, que la colle à carrelage et le carrelage vont isoler un petit peu, et à partir de là on peut dire qu'on peut descendre en gros de 2 degrés. Donc de 18 on peut passer à 16 degrés. Donc ça sera la température de départ minimum de votre eau. Donc voilà pour la base de la psychrométrie. On reviendra, je ferai une vidéo un peu plus poussée sur le diagramme psychrométrique pour vous expliquer un peu plus comment on va calculer après une puissance de batterie, comment on va voir certaines choses. Pour savoir, je vais vous donner une petite astuce pour connaître la température, l'hygrométrie relative que vous avez chez vous. Donc on va revenir un peu sur le diagramme psychrométrique. Et donc pour connaître la température et l'hygrométrie qu'il y a chez vous, donc la température c'est simple, vous prenez votre thermomètre, vous regardez la température qui vous affiche. Et alors je vais essayer de zoomer un petit peu. Pour avoir l'hygrométrie, c'est très simple, il suffit d'utiliser tadam. Ça c'est la magie ça. C'est un cours de l'AFPA, celui-là il est disponible sur le web, je vous mettrai peut-être un petit lien dans la description de la vidéo sur le diagramme psychro. Il est vachement bien fait ce cours. De manière générale, les cours de l'AFPA sont vachement bien faits. Je mets en garde ceux qui peuvent voir cette vidéo, c'est pas des cours que moi j'ai reçus à l'AFPA. Dans les cours que j'ai reçus à l'AFPA, on m'a demandé de jamais les diffuser. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai mis en ligne et c'est pas un cours que j'ai eu à l'AFPA. C'est un autre centre AFPA qui le diffuse, mais je tiens à le préciser parce que je veux pas avoir d'emmerde. Moi, mes cours, j'ai un fichier, un dossier de PDF assez énorme sur ces cours-là que j'ai pu avoir. Donc voilà, on reprend donc là. Pour mesurer la température sèche et la température humide et donc avoir l'hygrométrie relative, c'est simple. On prend ce qui s'appelle un psychromètre. Donc le psychromètre, il est constitué, je vais essayer de zoomer encore un petit peu. C'est un petit double thermomètre en fait, où vous avez un thermomètre sec, donc c'est le thermomètre classique que vous utilisez chez vous, et un thermomètre mouillé, thermomètre humide. En fait, dans ce thermomètre, on va remplir une petite tube qui est sur le côté ou mouiller un petit chiffon avec
de l'eau à température ambiante, parce que si vous mettez d'eau chaude ou d'eau froide, ça va tout fausser. Donc il faut avoir de l'eau à température ambiante. Ouais, mettons, vous prenez de l'eau au robinet à peu près à 15 degrés, 15 degrés, à 20 degrés, parce que l'eau qui coule elle va être à 15 degrés, donc vous rajoutez un petit peu d'eau chaude. Vous avez de l'eau à peu près à température ambiante, ou vous prenez une bouteille d'eau, vous la faites reposer dans votre pièce, un petit verre, et puis vous en prenez un petit peu. Vous le versez dans ce tube-là, et en fait ça vient mouiller une gaz qui est autour du thermomètre, du bulbe du thermomètre. Et ben en fait cette eau en s'évaporant, ça va vous donner la température humide de la pièce. Mais pas tout le monde, mais même personne chez vous a un double thermomètre comme ça. Une solution très simple, c'est vous prenez un linge, vous le mouillez avec de l'eau à température ambiante, un petit linge, un petit bout de gaz par exemple, pour réparer les boubots. Vous mettez cette gaz donc dans l'eau, vous la mouillez bien, vous l'essorez juste pour pas que ça coule de partout, et vous l'enroulez autour de du bulbe de votre thermomètre. Et votre thermomètre, vous le prenez, et puis comme vous le faites avec ce stylo, je vous montre, voilà, ça c'est mon thermomètre, j'ai mis ma gaz autour, vous l'agitez comme ça dans l'air, pendant une trentaine de secondes, une petite minute, pas plus, hein. Vous l'agitez comme ça, et vous allez voir la température qui va descendre au fur et à mesure. Et à un moment, elle va se stabiliser, et quand elle se stabilise, vous avez votre température humide. Et si on revient sur le diagramme psychrométrique, mettons, il fait 24, vous avez mesuré une température de 25 degrés, et une température humide de, mettons, je sais pas, moi, donc on va 25 degrés, donc on va tracer la droite à 25 degrés. Voilà. Vous avez mesuré une température de 25 degrés et une température humide de 15 degrés. Donc on trace la température à 25 degrés, la température à 15 degrés, donc toujours en suivant ces lignes parallèles. Et en fait, vous avez une intersection de ces deux droites. L'intersection de ces deux droites, ici, c'est la température et l'hygrométrie de la pièce. Et donc on voit qu'en fait on est entre 35 et 40, entre 30 et 40 degrés, plutôt 35 degrés, 35 et 40% d'hygrométrie. Donc on est en 35 degrés d'hygrométrie relative, on a un air qui est plutôt sec. Avec un poids d'eau dans l'air, du coup après c'est marrant, parce qu'on peut, enfin c'est marrant, c'est pas forcément quelque chose de vrai, mais on peut voir le poids d'eau dans l'air, on sait qu'on a un peu moins de 6 grammes d'eau par kilogramme d'air. C'est un air qui est assez sec. Clairement, quand on est ici, on ne pourra pas déshumidifier l'air. L'air est assez sec, on ne va pas le déshumidifier. Mettons maintenant, vous avez mesuré une température humide, vous êtes en Guyane, et vous avez mesuré une température humide de 23 degrés. Déjà, si vous avez pu en mesurer une, c'est déjà pas mal. Et donc, vous vous trouvez, je ne trace pas la droite jusqu'au bout, vous vous trouvez ici. Et donc, vous avez un taux d'hygrométrie qui est en gros à 85%, ce qui est représentatif de la Guyane. Et bien là, par contre, vous n'allez pas avoir beaucoup de mal à rafraîchir, vous allez beaucoup déshumidifier. Il va falloir déshumidifier énormément pour baisser la température. Je vais vous faire une petite aparté, pendant qu'on est sur l'air humide, sur le diagramme psychrométrique, la température sèche, température humide, température de rosée. En fait, il y a un truc que vous avez dû voir fleurir cet été et l'été d'avant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, de partout. C'est une petite cube de taille d'une petite boîte à chaussures avec des LED qui a un design qui plaît pas. Hein, moi, ça me plaît pas particulièrement, mais voilà. Cette petite boîte-là avec un ventilateur, on met de l'eau et on vous promet de climatiser une pièce. On ne vous promet pas de rafraîchir, on vous promet de climatiser. Je me rends en alerte tout de suite, hein, ça ne climatise pas. Ce n'est pas un climatiseur, ça s'appelle un rafraîchisseur d'air. Ça fait des années que ça existe. Moi j'en ai un, je me suis servi un petit peu cet été, bon, sur 2-3 jours, parce que chez moi il n'a pas fait très très chaud. Mais c'est un rafraîchisseur d'air. Ça fonctionne sur un principe très simple, c'est l'évaporation de l'eau. De l'eau, quand vous la mettez sur le feu dans une casserole pour faire cuire vos pâtes, quand elle arrive à ébullition, elle s'évapore. Elle s'évapore même déjà un petit peu avant. Et donc cette eau s'évapore. Et quand elle s'évapore parce qu'elle a de la chaleur qui lui arrive et à qui elle peut la prendre. Donc elle s'évapore plus vite comme ça. Et donc de l'eau qui s'évapore, elle a besoin de prendre des calories, de la chaleur, de l'énergie à ce qu'elle a autour d'elle. Donc quand elle est sur le feu, elle va la prendre à l'eau qui est autour d'elle, qui est en train de chauffer, et au feu du coup, qui est en dessous. Quand vous avez un linge qui est en train de sécher, l'eau contenue dans le linge, elle va prendre des calories à elle-même, au linge et à l'air qui l'entoure. Et en fait, ce rafraîchisseur d'air, c'est ni plus ni moins qu'un linge humide qui est en train de sécher devant un ventilateur. Elle va prendre du coup des calories un peu au linge et un peu au l'air. Le linge va et un peu à l'air. Le linge, en rafraîchissant,
va rafraîchir l'air qui passe autour, l'air va se rafraîchir, l'eau va se rafraîchir, et ça va rafraîchir. Seulement, on ne peut pas rafraîchir indéfiniment, il y a une limite à ça. La limite, c'est la température humide qu'on a mesurée. Parce qu'on a fait évaporer de l'eau sur un thermomètre, et donc c'est quand ça a stabilisé, c'est la température minimum qu'on peut atteindre. Mettons, vous êtes chez vous, vous n'avez pas la clim, l'été, il fait 30 degrés, et vous êtes dans le Luberon, il fait sec, il fait très sec ici. Moi je suis pas dans le Luberon, mais bon, il fait très sec, vous avez 30% d'hygrométrie. Vous avez 30%, voire même 30% d'hygrométrie, en vrai, 25% même. C'est un air chaud et sec, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas plu. Donc vous êtes ici, 25% d'hygrométrie, 30 degrés. Voilà. Si vous utilisez ce rafraîchisseur d'air, qui est formidable, la température minimum en sortie de votre rafraîchisseur, elle est ici. Ça, c'est la température quand vous saturez l'air en humidité. Ça va être 17 degrés. Une clim, ça souffle à 10 degrés. Donc vous avez déjà 7 degrés en moins. Sachant que c'est pas efficace à 100%, que vous avez un débit d'air de merde. Moi, cet été, j'avais essayé de contacter quelques revendeurs, quelques fabricants. Fabricants, j'ai eu du mal à les trouver, ils sont tous en Chine, mais j'ai essayé de contacter quelques revendeurs, les gens qui faisaient la promo et tout ça. Je demandais une fiche technique pour savoir le débit d'air qu'il y avait dedans et calculer la puissance possible pour chez moi. Et en fait, bon, j'ai jamais eu de réponse, mais il semblerait que le débit d'air soit même pas de 200 mètres cubes. Donc c'est vraiment ridicule. Ça brasse rien du tout. Et donc voilà, vous n'allez pas pouvoir rafraîchir énormément, sachant que c'est pas très efficace. Vous allez vous retrouver avec une sortie d'air à 20 degrés et encore 20 degrés. Et surtout, vous allez perdre en confort, vous allez avoir de l'air à 20 degrés et 60% d'hygrométrie. Je sais pas vous, mais moi les gens que je côtoie, l'air chaud et sec ça va, l'air chaud et humide, c'est désagréable, on trouve qu'il fait lourd, on se sent moite et tout ça. Ça c'est le minimum que vous allez, le maximum que vous allez pouvoir avoir. Et encore, vous êtes dans un endroit chaud et sec. On va prendre un autre exemple assez rapidement. Je vais faire mon vocal parce que je viens de m'enlever. On va prendre un autre exemple assez rapidement. Vous êtes à un endroit où il fait moins humide, où il fait moins chaud. Donc il fait, mettons, 28 degrés chez vous, sans clim, sans rien. Voilà. Il fait 28 degrés. Pardon. Et chez vous, il fait un peu plus humide, il y a eu un orage, ou peu importe, il fait un peu plus humide. Il fait 50% d'hygrométrie. 50% d'hygrométrie, si on trace la droite, déjà la température minimum que vous allez pouvoir avoir, c'est légèrement au-delà de 20 degrés. Ça, c'est votre température minimum que vous allez pouvoir avoir. Ça va être 20 degrés. Sachant qu'encore une fois, c'est pas efficace à 100%, on peut même pas considérer qu'il y ait 80% d'efficacité, donc on va se passer à peu près par là. Vous allez souffler de l'air à 23 degrés. On va me dire, ouais, 23 degrés c'est formidable, mais finalement vous n'allez pas souffler une quantité énorme d'air. Pour une petite chambre, une chambre de 8-9 mètres carrés, pour la nuit, ça va peut-être vous rafraîchir, mais n'oubliez pas que vous allez sortir un air, là, si vous êtes avec 27 degrés, 28 degrés, 50% d'hygrométrie, vous allez sortir un air à 80% d'hygrométrie. Ça va être humide toute la nuit, ça va être désagréable. Voilà, ça c'était la petite aparté, elle était suffisamment longue pour ça, peut-être que même j'en ferai une vidéo à part. Donc voilà, ça c'était juste la petite aparté pour revenir à ça. Si vous avez des questions, sur la communauté LJVS sur Facebook, je suis présent, je vous réponds sans problème. En commentaire aussi également, je vous répondrai sans problème. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, vous pouvez vous abonner. Moi c'est une chaîne du coup que je lance aujourd'hui, j'ai plein de sujets de vidéos. J'ai plein d'idées, de choses à vulgariser dans mon métier. J'ai plein d'envie aussi de faire partager certaines connaissances que j'ai. Je sais que sur la communauté, je crois que c'était Kevin aussi qui m'avait demandé ça, d'expliquer pourquoi certaines choses par rapport à une pompe, quand on ferme une vanne après, quand on ferme une vanne avant. Donc ça c'est une vidéo un peu lourde que je vais devoir vulgariser de manière assez difficile. Enfin ça va être assez difficile de la vulgariser. Je vais devoir reprendre des notions de physique un petit peu à la base, des notions de travail, de puissance, d'énergie, donc ça, d'électricité aussi. Donc je vais devoir repartir un petit peu à la base pour la vulgarisation. Cette vidéo-là, je ne comptais pas la sortir si je faisais cette chaîne-là, parce que ça fait un petit moment que j'y pense. Je ne comptais pas la sortir, je ne comptais pas que ce soit la première, mais comme elle est demandée, elle est attendue, je me dis, je la sors. Et donc voilà.
Donc j'ai encore plein de choses à faire, donc si vous voulez pouvoir suivre, je posterai les vidéos quand elles sortent sur le groupe LJVS. Et puis si vous êtes abonné, vous mettez la petite cloche sur YouTube, hein, comme vous connaissez, et ben vous aurez les sorties de nouvelles vidéos. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager. Si vous connaissez des gens que ça peut intéresser, n'hésitez pas à leur partager ces vidéos. Moi, partager mes connaissances, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, qui continue à me plaire. Et donc les partager avec vous, ça me fait kiffer. Allez les bichons et les bichonnes, et puis les autres qui sont pas de LJVS, mais je vous conseille d'aller voir LJVS, vous allez vous tordre tout le long et apprendre des choses. Mais allez les gars, à bientôt, et puis n'oubliez pas, faites du chaud, faites du froid, mais surtout faites quelque chose.